Vérité, mensonge, confusion, comment faire la différence avec les savoirs, les connaissances et surtout les connaissances scientifiques. Atelier du 5 mars 2025. Alors, toutes ces fausses nouvelles, toutes ces nouvelles, vraies ou fausses, sont produites par des systèmes d'information. On peut distinguer les auteurs, leur but, leur stratégie. Il y a les logiques de pouvoir, l'extrême droite, par exemple. Et il y a la société civile et les réseaux sociaux qui entretiennent, créent aussi, sans logique de pouvoir, des informations fausses, inexactes. Il y a la société civile des crédules, ceux qui gobent toutes ces informations sans discernement. Puis il y a la société civile des lucides, ceux qui arrivent à faire le tri, à se doter d'un peu d'esprit critique. Et puis il y a les forces de contre-pouvoir, leur but et leur stratégie qui commencent à se mettre en place. Alors comment observer ces systèmes de production d'informations? Quels sont les domaines de questionnement? Il y a des regards psychologiques, des regards sociologiques, des regards biologiques et neurobiologiques. Et puis, pour aller vers l'action, eh bien, il y a le questionnement philosophique, le travail sur la cognition, comment je pense ce que je pense, et enfin les apprentissages, qui sont les ressources des forces de contre-pouvoir, leur but et leur stratégie. Pour rentrer plus dans le détail des domaines de questionnement, les regards psychologiques, je me suis appuyé sur Pascal Chabot, qui est un philosophe, et un psychologue, Anthony Latian. Les regards sociologiques, eh bien, on a Gérald Bronner, David Colomb, Salomé Saké. Et puis les regards biologiques et neurobiologiques, je m'appuie surtout sur Lionel Nakache. Et puis il y a Sama Karaki. Au niveau de la philosophie, bon, mes auteurs de prédilection, François Julien, Gare Morin, André Comte-Sponville, Anne Dufour-Montel et Étienne Klein. Cognition, comment je pense ce que je pense. Donc, réflexion sur la métacognition, quels sont les biais cognitifs qui perturbent ma façon de prendre en compte l'information. Le cinéma intérieur de Lionel Nakache, en quoi mon cerveau me trompe et interprète au-delà de ce que je crois en conscience penser. Il y a le rejet ou l'acceptation de la complexité, qui est un grand paramètre de création de la fausse information. On veut des informations simplistes qui rassurent. Il y a la question de l'effort et de la durée de réflexion pour arriver à prendre du recul et avoir un peu d'esprit critique. Et puis, il ne faut pas confondre le doute méthodologique tourné vers la construction, vers le progrès, du doute systémique qui doute de tout, des techniques de discours, le carré sémiotique, ou la différence entre causalité directe et indirecte, et puis corrélation, une approche statistique. Deux variables varient dans le même sens, mais n'ont pas forcément de lien de causalité. Et dans les apprentissages, eh bien, il va falloir à se protéger contre la digitose et le risque de confusion, de submersion informationnelle. Et pour cela, il va falloir acquérir et produire des informations structurées, créer une référence personnelle qui ne peut pas être perturbée par la première information qui vient sans une justification, une démonstration. Et puis, la rationalité ouverte, oui, il n'y a pas que la raison raisonnante, il faut ouvrir le panel. Et enfin, éventuellement, prendre une posture de contre-pression militante et missionnaire, une certaine façon d'occuper les réseaux sociaux et tous les domaines où l'on peut partager, discuter, approfondir.
Alors, le vocabulaire est très riche entre vérité, vrai, fait, réalité, réel, conviction, croyance, ressenti, opinion, propagande, fausse information et confusion. Les dimensions cérébrales, sociales, la gouvernance, la conquête du pouvoir, la propagande pour cela. Au niveau des sentiments, on a des ressentis et des abandons pour les populations périphériques qui font le lit des extrêmes. Le 19e et 20e siècle, il y avait la grande partition entre l'école bleue et l'école blanc. L'école bleue ont fait la force, le succès de la démarche de la gauche, du socialisme. Au 21e siècle, c'est un changement de cap tout à fait différent. Il y a haro sur les sciences, la culture, l'art de l'élite, par tous ceux qui rejettent en fait le côté intellectuel, la complexité de l'information. Et enfin, il y a des idéologies politiques, des stratégies de l'emprise culturelle sur les médias, les gouvernants et les populations sectorielles pour pouvoir asseoir un nouveau pouvoir beaucoup plus autoritaire. Alors, on a deux grandes facettes. Il y a d'un côté le brouillage des cartes, de l'autre la recherche de la clarté et de la stabilité des représentations. Côté du brouillage des cartes, nous avons le premier poste important, c'est le rejet de la complexité, de l'incertitude et de l'effort mental. On parle du mensonge, crédulité, croyances qui sont de pseudo-vérités, des amalgames et des théories complotistes. Et enfin, la confusion, qui est une stratégie politique euh, qui, est, qui nourrit le courant de l'extrême droite et dont Salomé Saké a fait un excellent petit essai, Résister. Donc, c'est le doute systématique de tout ce qui peut être apporté par la réflexion rationnelle, par la science et par une certaine idée de la pensée discutable, critiquable. Donc, l'acceptation de la complexité, de l'incertitude, de l'incomplétude et de l'effort mental va permettre d'apporter de la clarté, de la stabilité dans nos représentations. L'esprit critique, qui est plus une injonction qu'une une réalité que l'on peut tenir dans les mains, passe par évidemment l'éducation. Il y a une prise de distance et une trace écrite qui me paraissent des chemins indispensables pour pouvoir, disons, asseoir une représentation personnelle critiquable et qui peut évoluer, mais qui n'est pas remis en question tous les jours. Une idéologie structurée, effectivement, c'est la conséquence d'une prise de distance et d'un travail de l'écrit. Et ensuite, on va avoir à questionner comment on pense ce qu'on pense, qui est donc de la métacognition cognitive. Alors, la cartographie des situations et des évolutions, bien, on voit bien que depuis des années, des décades, la scientologie, le design intelligent, les prêches et le prosélytisme étaient une première porte d'entrée. La démocratie des crédules et les théories complotistes, qui ont été bien examinées par Gérard Bronner. Et puis enfin, on est arrivé en 2020 au Covid et à la catastrophe informationnelle où stratégie politique, stratégie médicale étaient mis au même plan que un questionnement scientifique qui, dans les premiers mois, était absent. Il n'y avait pas de ressources scientifiques. Et puis les communicants scientifiques qui se sont autorisés à avancer des données, des pseudo-vérités. Ensuite, il y a eu les législatives où on a eu un dialogue Attal-Bardella, par exemple, qui a exclu toute autre force politique. L'emploi de mots qui de plus en plus sont inspirés par l'extrême droite, la submersion migratoire de François Bayrou, et enfin la
déstabilisation au quotidien en affirmant l'un et son contraire, en entraînant la confusion. Ça, c'est la stratégie américaine du gouvernement Trump et qui, dans le cas le plus grave, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Afghanistan, les lois ont changé tous les jours, ce qui fait qu'on était dans ce pays toujours sous la peur d'être hors la loi. Une confusion majeure. Alors, reprenons le cheminement qui va de la recherche scientifique à la théorie complotiste, avec une intentionnalité unique, l'intégrisme, le culte de la vérité. Entre les deux, eh bien, je trouve les croyances confessionnelles, idéologiques ou laïques, les convictions. Sans conviction, un chercheur scientifique ne peut pas progresser. Et toutes ces spéculations ne sont pas des connaissances scientifiques. La connaissance scientifique s'élabore par une théorie qui est confrontée à une expérience et qui va évaluer l'écart entre cette théorie et les résultats de l'expérience, qui va permettre de valider ou non une nouvelle strate de connaissances scientifiques. Alors, trois grands facteurs sont à prendre en compte pour analyser ce cheminement qui va du rouge au vert. D'un côté, il y a la notion du doute. Alors, soit le doute systématique, il ne peut plus y avoir aucun débat, soit le doute pari ou conviction qui va permettre de progresser, de construire. Et puis de l'autre côté, donc, soit ce doute systématique qui va faire émerger des dogmes, des vérités, des intégrismes qui facilitent la vie, qui sont des approches très simplistes et surtout souvent complètement erronées. Ça, c'est le pôle de la croyance, de la conviction. Il y a le pôle de l'ouverture d'esprit. Est-ce qu'on refuse l'incertitude, la posture des conservateurs qui ne veulent rien changer? À ce refus d'incertitude, ça s'ajoute le refus de la prise en compte de la complexité. Et puis de l'autre côté, l'acceptation de l'incertitude et l'utilisation de multilogiques, ce que j'appelle des rationalités ouvertes. En fait, ce ne sont pas des bipôles, ce sont des tensions entre le rouge et le vert, comme au niveau des croyances, entre la vérité et le doute méthodologique. Et enfin, le troisième pôle, c'est la posture de l'individu qui se considère comme dans le flot des autres, ou alors comme, comme un élu, une élite ou un non-conformiste, ou alors un exclu, une posture narcissique, un initié. Et là-dedans, bien chacun va trouver sa posture. Moi, personnellement, je suis plutôt non-conformiste, plutôt dans l'acceptation et la recherche de l'incertitude et la multilogie, la multipolarité. Et enfin, dans le doute constructif, c'est-à-dire le doute méthodologique. Donc voilà, en plus grand, trois grands pôles qui permettent de cartographier un petit peu la posture que l'on peut avoir dans le champ de la philosophie, du religieux, dans le champ de la science, dans le champ de l'art et dans le champ de l'action politique et stratégique de l'action. Alors, quand on analyse des risques en contexte chaotique, c'est-à-dire que ce ne sont pas des risques de type mécanique comme la panne de voiture, eh bien, on va identifier des risques, des facteurs de risque interdépendants, systémiques et chaotiques. On va pouvoir élaborer un indice, une probabilité de risque
qui intègre à la fois des menaces et des opportunités initiales. Et enfin, on va arriver à l'événement. Est-ce que le risque se concrétise ou pas en termes d'incidents, d'accidents, de réussite, et donc de résultats. Et cette posture 3 ne doit pas nous faire oublier que nous avons toujours la possibilité d'avoir des suraccidents et donc aussi des surréussites, les conséquences possibles. Une nouvelle famille de risques. Alors, du côté des menaces initiales qui vont se concrétiser, il peut y avoir des menaces qui étaient inimaginables, des menaces objectivées, potentielles, et puis des difficultés personnelles d'engagement. La menace inimaginable, c'est un orage qui explose alors que le ciel était tout bleu. Une menace objectivée, c'est un risque qui a été identifié, la probabilité que l'on prenne l'orage dans 1 heure, dans 2 heures, dans 4 heures. Et la difficulté, c'est ce que l'alpiniste va faire, par exemple, en affrontant une paroi qui est soit en limite de ses capacités, soit facilement facile pour lui. Tout dépend du rapport et de l'engagement que l'on va prendre. Côté opportunité, c'est pareil. Il y avait des opportunités initiales et il y a, en termes de résultats, des réussites inimaginables au départ, des réussites potentielles. On a fait l'effort et ça a marqué. Et puis, des réussites, ce sont des conditionnements personnels et des engagements qui tiennent la route. Alors, ça, c'est la partie la plus difficile qu'on peut juste cartographier dans la réflexion, introspection cognitive ou métacognition du comment je pense ce que je pense. Soit on peut penser en termes de statut ou de processus ou de système ou d'environnement complexe. Soit on peut penser dans la ligne B en approche binaire, le bon et le mal, le, le vrai et le faux. Soit en approche multipolaire. Ensuite, c'est la prise en compte des frontières très nettes entre le blanc et le noir, ou alors une frontière poreuse, ce qu'on appelle les réseaux cellulaires temporaires, les frontières poreuses. Et enfin, dans nos raisonnements, on peut soit opposer le blanc et le noir, soit l'apposer, c'est-à-dire le mettre en tension, ce qui est souvent l'approche d'Extrême-Orient en Chine, et enfin, on peut hybrider en considérant que l'un transforme l'autre. Le principe de la pyramide, c'est-à-dire que quand on se positionne dans notre propre réflexion, savoir où on se trouve par rapport à l'ensemble de la population, on peut dire qu'on a une vue très très limitée, car nous sommes formatés, influencés par un groupe de personnes, un groupe de relations relativement restreint. Et par rapport à notre observation, nous sommes toujours en haut d'une pyramide, que ce soit sur des problématiques, sur des réussites ou sur du questionnement. Et cette pyramide, est bien souvent, elle a plutôt l'aspect de deux parois concaves qui sont de plus en plus limitées. L'iceberg, la partie visible, est très, très réduite. Pour terminer, eh bien, je donnerai deux livres. Comment résister à la montée des extrêmes? Eh bien, le livre de Salomé Saké, Résister, petit livre de ce qui se lit très vite, est une très, très belle démonstration, très documentée, de la façon dont la stratégie de confusion informationnelle profite à tous ceux qui veulent faire avenir l'extrême droite au pouvoir. Puis le deuxième livre, qui est tout à fait différent, qui met en question la quantité informationnelle que notre cerveau peut recevoir, qu'elle soit vraie ou fausse, et comment se protéger de la digitose, c'est-à-dire du risque d'anxiété
ou d'éco-anxiété généralisée de Bernaut, le livre de Pascal Chabot, Un sens à la vie, qui lui a une posture de philosophe. Voilà pour synthétiser le contenu de cet atelier.